Fin de suspense en République démocratique du Congo, la CENI a rendu disponible son calendrier. La présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront le 23 décembre 2018. Au Libéria, ils sont dans l'attente de la décision de la Cour suprême qui devrait se prononcer ce lundi sur la reprise de l'organisation du scrutin présidentiel ou le maintien de sa suspension. Au Togo, le gouvernement a annoncé ce week-end la levée de l'interdiction des marches en semaine. Cette décision avait été prise le 10 octobre dernier, une décision contestée par l'opposition. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'était là donc le sommaire du journal. Fin de suspense donc en République démocratique du Congo. À l'issue d'un week-end de plénière, la commission électorale a annoncé ce dimanche devant la presse et les diplomates la date des élections. La présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront le 20 décembre 2018. 3 scrutins en une seule séquence. La commission électorale avait jusqu'ici affirmé qu'il n'était techniquement pas possible d'organiser les 3 scrutins avant avril 2019. Mais la pression internationale sera donc au moins parvenue à cette ultime décision. Au Libéria, ils sont dans l'attente de la décision de la Cour suprême qui devrait se prononcer ce lundi sur la reprise de l'organisation du scrutin présidentiel ou le maintien de la suppression suite donc au recours déposé par le candidat Charles Bromiskir qui estime que le premier tour a été entaché d'irrégularités et de fraude. L'incertitude plane désormais donc sur le deuxième tour initialement prévu demain mardi 7 novembre. Les Libériens sont dans l'attente de la décision de la Cour suprême qui devrait se prononcer ce lundi sur la reprise de l'organisation du scrutin présidentiel ou le maintien de sa suspension suite au recours déposé par un candidat de l'opposition. J'ai confiance dans la Cour suprême de ce pays. Je sais qu'une fois que l'affaire est entre ses mains, l'issue sera pacifique. Le Libéria est un pays libre et chacun veut en profiter. Nous ne voulons pas de violence. Quoi que décide la Cour, nous ne pouvons pas la contredire. Je n'ai pas peur parce que les Libériens sont un peuple qui ne veut pas de problème. Nous avons connu 14 ans de guerre dans ce pays et nous avons vu les conséquences que ça a eu sur nous. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que quiconque ici envisage de déclencher un conflit à nouveau. Dans l'attente de la décision de la Cour, la date du 7 novembre semble désormais difficilement tenable puisque les préparatifs du scrutin, dont l'acheminement des bulletins de vote et des urnes et la formation des personnes chargées d'encadrer le vote ont été suspendus. Le second tour doit en principe opposer l'ex-star du foot Georges Weah, arrivé en tête lors du premier tour le 10 octobre dernier, au vice-président sortant Joseph Boakai. Mais le Parti de la liberté du candidat Charles Bromiskir, arrivé 3e, dénonce des fraudes et irrégularités massives et réclame que l'ensemble du processus électoral soit remis à plat. Qui est l'auteur de ce scandale financier? Plus de 5 millions d'euros détournés en Afrique de l'Ouest à partir des fonds versés pour lutter contre l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. C'est là une révélation de la Croix-Rouge. Les détournements ont été faits avec la complicité de ses employés. Alors que des millions de personnes étaient exposées et souffraient de diverses façons dans cette inoubliable crise infligée par Ebola, des humanitaires s'enrichissaient illicitement. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est outragée par la découverte de ces fraudes en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ils l'ont exprimé dans un communiqué publié sur leur site. L'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 300 morts et contaminé près de 29 000 personnes, principalement dans ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest. La Croix-Rouge a versé des dizaines de millions d'euros aux sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans ces pays pour faire face à la situation. Mais des audits ont révélé une collusion probable entre d'anciens employés du Croissant-Rouge et des employés d'une banque de Sierra Leone qui ont conduit à une perte financière possible de 1 083 000 d'euros. Il a également été découvert un trafic de fausses factures d'un service de dédouanement en Guinée qui aurait entraîné une perte estimée à 1 million d'euros.
C'en est pas fini, car 2 autres enquêtes sont en cours au Libéria sur le gonflement de prix des produits de secours, de salaires et de primes versées aux volontaires, d'un montant total estimé à 2 300 000 €. En Sierra Leone, l'équipe d'enquêteurs travaille avec la commission anticorruption pour être sûr qu'il y aura également des poursuites judiciaires. Au Libéria, c'est un problème de surfacturation et de versement de primes aux volontaires. En Sierra Leone, c'est une fraude aux transactions internationales avec la complicité d'une banque. En Guinée, des problèmes de dédouanement. La Croix-Rouge se dit prête à lever toutes les immunités et tous les privilèges de tout employé impliqué. Une bonne nouvelle pour l'opposition togolaise. Le gouvernement a annoncé ce week-end la levée de l'interdiction des marches en semaine. Cette décision d'interdiction de marche dans les rues du pays durant les jours de la semaine a été prise le 10 octobre dernier. Une décision contestée par l'opposition qui l'avait jugée illégale. Il faut dire que de nouvelles manifestations de l'opposition sont prévues mardi, mercredi et jeudi prochain. Les détails. Le gouvernement togolais a annoncé samedi la levée de l'interdiction des marches en semaine après une série de manifestations de l'opposition contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé. Le gouvernement avait annoncé le 10 octobre dernier l'interdiction d'organiser toute marche dans les rues du pays pendant les jours de la semaine. L'opposition avait refusé de se plier à cette interdiction, la jugeant illégale. De nouvelles manifestations de l'opposition sont prévues mardi, mercredi et jeudi prochains. Selon un responsable du gouvernement, un accord a été conclu pour garantir que les marches restent pacifiques. Lors de discussions entre des autorités et l'opposition, l'itinéraire des prochaines manifestations a été défini. Il a été demandé aux manifestants de respecter scrupuleusement les itinéraires prévus et aux forces de l'ordre de se montrer professionnelles. 16 personnes, dont des adolescents et 2 militaires lynchés par la foule, ont été tuées en 2 mois. Les violences ont également fait quelques 200 blessés. Selon les Nations Unies, plus de 500 Togolais fuyant la répression des forces de sécurité dans la région de Mango, dans le nord du pays, ont déjà trouvé refuge au Ghana. À Dakar se déroulent actuellement les ateliers de la pensée. Pendant 4 jours, une soixantaine d'intellectuels venus du monde entier débattront sur les grands enjeux de l'Afrique sous l'œil avisé du public. Il est question de l'environnement, mais aussi de la politique, de l'économie, entre autres. Cet atelier est à sa 2e édition et placé cette année sous le thème conditions planétaires et politiques du vivant. À l'origine de cette rencontre, l'écrivain sénégalais Felwine Sarr et l'historien camerounais Achille Mbembe, que je vous invite à suivre. C'est une manière de créer des idées pour le continent dans la conviction selon laquelle les idées comptent. Elles comptent pour le continent, mais aussi pour le monde. Le plus important, c'est tout de même de réfléchir sur les conditions qui permettraient de faire de l'Afrique sa force propre. Sa force propre au niveau intellectuel, au niveau des idées et au niveau de la définition des trajectoires. C'est le moment ou jamais pour l'Afrique, disons, d'occuper sa place dans le monde. Parce que, manifestement, les modèles sur lesquels l'évolution historique s'est fondée depuis le début de la modernité, tout cela arrive à sa fin. Persécution des membres de la communauté Rohingya en Birmanie. 40 000 enfants Rohingyas non accompagnés se trouvent dans des camps de réfugiés en Bangladesh après avoir fui la Birmanie, leur pays d'origine. Leurs conditions de vie dans ce pays d'accueil à travers ce reportage. Loin d'être les responsables du conflit qui a cours en Birmanie depuis le mois d'août, les enfants en sont malheureusement de grandes victimes. Accompagnés ou non, ils sont des centaines de milliers à fuir pour le Bangladesh. Dans les camps de réfugiés, le taux de malnutrition potentiellement mortelle a augmenté de façon drastique chez les enfants Rohingyas. Le nombre d'enfants souffrant de la faim a doublé en quelques mois, à en croire l'UNICEF.
Des données préliminaires issues d'une estimation conduite la semaine dernière dans le camp de Kutumpalang au Bangladesh montrent un taux de 7,5% de malnutrition aiguë, sévère, potentiellement mortelle. L'UNICEF et ses partenaires traitent déjà plus de 2000 enfants sévèrement atteints dans une quinzaine de centres et sont en train de mettre en place 6 antennes supplémentaires pour les prendre en charge. En effet, quelques 900 000 musulmans rohingyas de Birmanie s'entassent dans des conditions insalubres dans des camps de tentes dans le sud du Bangladesh. Environ la moitié des derniers arrivants sont des enfants. L'arrivée de réfugiés se poursuit. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estimant par exemple à 3000 le nombre des réfugiés passant le seul poste frontière d'Anjuman-Para entre mercredi et jeudi. Réchauffement climatique, des défenseurs de l'environnement se mobilisent à la veille de la conférence climat de l'ONU. Les militants réclament des actions plus fortes contre le réchauffement du mondial. À commencer donc par la fin du charbon, énergie polluante aujourd'hui, première source de production d'électricité dans le monde. À un pas de la conférence climat de l'ONU, des milliers de manifestants ont réclamé samedi à Bonn des actions plus fortes contre le réchauffement climatique. Dans le viseur, le charbon, dont ils exigent la fin. Cette énergie polluante qui constitue aujourd'hui la première source de production d'électricité au monde. S'attaquer au changement climatique implique de faire dos aux énergies fossiles, notamment au charbon, et un soutien suffisant aux pays pauvres affectés par les impacts. Pour cette cause commune, des marcheurs de tous âges ont défilé à l'appel d'une centaine d'organisations du centre de l'ex-capitale fédérale allemande jusqu'aux abords du site où se tiendra la COP23 au bord du Rhin. 3/4 des émissions de gaz à effet de serre sont attribuées à la combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, ce dernier étant doté d'une capacité d'émission encore supérieure aux deux autres. Pendant ce temps, la planète connaît un réchauffement d'une rapidité inédite liée à une concentration de CO2 dans l'atmosphère sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Selon l'Agence de l'ONU pour l'environnement, 6 683 centrales à charbon sont en activité. En début 2017, plus de 840 gigawatts de capacité étaient en construction ou pré-construction. L'expansion du charbon a cependant ralenti en 2016, notamment grâce à la Chine, premier consommateur mondial qui a gelé plusieurs dizaines de projets de centrales pour raisons sanitaires et de surcapacité de production. L'Inde, deuxième consommateur mondial, a aussi suspendu des projets au profit d'énergies renouvelables. Vous avez Sika, suivez-nous sur le www.sikatv.info ou notre application Sika TV sur Play Store. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Très bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.